Je voulais vous demander, par rapport justement à ce second tour de l'élection présidentielle qui va avoir lieu ce dimanche, on sent qu'il y a beaucoup de changements dans les opinions. On voit sur les réseaux beaucoup d'afro-descendants, d'Arabes qui annoncent ouvertement qu'ils comptent voter pour Marine Le Pen. Ça laisse beaucoup de gens pantois quand même. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je pense qu'il y a un problème que nous avons et que moi j'ai découvert en fait en allant faire mes études. Parce que c'est vrai que j'ai surtout fait j'ai été dans des instituts privés, communication marketing de Paris et autres, mais je me suis rapproché beaucoup des jeunes de l'université, qui était un univers aussi particulier, en fait atypique par rapport à l'univers que je connaissais, puisque le mien c'était plutôt les fils à papa des grandes sociétés, voilà. Et le but du jeu c'était de ne pas être coupé de sa base. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion quand même d'aller voir ce qui se fait au niveau de la jeunesse japonaise, la jeunesse chinoise, la jeunesse marocaine, de découvrir des jeunes. En fait, pour expliquer les choses très clairement et simplement, c'est que je voulais voir des jeunes qui ont le même âge que nous, comment ils fonctionnaient. Et donc, j'avais la chance d'être dans ces instituts où il y avait ces jeunes de ces origines-là. Et je me rappelle que la première année, quand je suis venu en vacances, j'ai réuni tous mes camarades de classe de Bainbridge. Je leur ai dit, très simplement, vous savez les gars, nous sommes des tarlouses. Alors pourquoi? Parce que je vais vous expliquer quelque chose qu'il faut comprendre. Nous apprenons sur des livres, les autres apprennent dans la réalité. Ils ont des parents dans tous les secteurs d'activité. Donc ils font les salons professionnels. Et quand il y a des cocktails d'entreprise, l'oncle ou la tante invite son neveu, sa nièce, à venir dans le cocktail. Et dans ce cocktail, c'est là qu'on rencontre les grands patrons d'entreprise. C'est là qu'on rencontre donc les gens, les sommités du milieu. D'accord? C'est aussi des lieux où on rencontre des responsables politiques, on peut discuter. Donc c'est vrai qu'il y a un certain nombre de responsables politiques que j'ai fréquenté plus parce que j'ai voulu faire en sorte que le jeune puisse voir, tu vois, tu as un ministre de l'Outre-mer, mais ça se prépare dans un parti politique. Il n'a pas encore forcément le pouvoir, mais en gros, on sait déjà qui sera ministre. Donc essaye de voir, est-ce qu'il connaît vraiment nos problématiques? Et c'est là qu'en amenant, par exemple, quand il y a les journées, les universités d'été de certains partis politiques, dont j'ai amené les jeunes, dans tous les partis, mouvements gaullistes, même si on faisait foirer certaines discussions, puisque vous savez que les discussions sont des paradigmes. Quand vous ne partagez pas le paradigme, eh ben, une discussion d'un paradigme occidental, vous prenez le paradigme africain, ça devient ridicule. D'accord? Parce que tu discutes de matières premières que tu n'as pas dans ton sous-sol, c'est quoi cette affaire? Hein, discute déjà de ce que tu as, mais pas de ce que tu n'as pas. Parce que tu l'as pas et tu fais quoi que tu l'as. Donc tu vas bien le prendre quelque part. Donc à partir de là, la chose qui s'est passée, voyez-vous, c'est que j'ai découvert ce qu'on appelle la force de la culture et de la réflexion stratégique, avec les Japonais, avec les Chinois et compagnie. J'ai découvert aussi la puissance de la connaissance par le terrain. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai monté une structure qui s'appelait à l'époque West Indies Partner, qui visait à transformer le jeune, non pas en étudiant, mais en chef de projet. Et quel était le projet? Le projet, c'était lui-même, se constituer un vrai avenir de professionnel et de quelqu'un qui maîtrise un secteur d'activité dans tous les domaines. La chose qui était très particulière aussi, c'est que vous êtes dans un secteur d'activité, vous ne connaissez pas les magazines spécialisés de votre secteur d'activité. Alors que, donc c'est pour ça que j'ai travaillé par exemple à Tarif Média. Tarif Média, c'est la seule société en France où vous avez toutes les informations sur tous les supports de communication. Parce que je me suis dit non, s'il y a une data source, il faut que je sois au cœur de cette data source. Vous voyez? Donc c'est vrai que bon, les gens, moi j'ai pas eu de problème particulier parce que comme j'étais performant, mais j'étais pas performant dans le désir j'étais performant dans le désir de maîtriser l'information. Moi je suis là, ce que vous faites ça m'intéresse, comment ça fonctionne, d'où ça vient, combien ça coûte en coût de fabrication, voilà c'est ça. Et la chose qui s'est passée, c'est qu'en allant à l'université, j'ai rencontré quelqu'un de formidable qui était François Valade, qui était de la Martinique, et avec lui on a commencé à parler stratégie. Alors je vais vous raconter une histoire qui est au-delà du réel. Un jour, ce garçon a dit « Nous allons aux élections universitaires ». Bon, tout le monde a rigolé à l'élection parce qu'il y avait l'UNEF, l'INEFID, mais attends, tu vas où et compagnie. Il a dit non. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours passer par les syndicats qui existent pour défendre notre réalité. Il faut que nous soyons en mesure de la défendre nous-mêmes. Donc il fallait commencer par convaincre les nôtres, ces jeunes qui venaient des Antilles et compagnie, commencer par les convaincre. Nous étions en mesure d'avoir un vrai syndicat et de participer aux élections. Donc nous avons participé aux élections.
Et nous avons eu 3 élus. Donc pour nous, on n'était pas ridicule. On a eu 3 élus, c'était puissant. Sauf qu'un beau jour, quand je dis un beau jour, c'est plusieurs mois après, hein, la direction demande à nous rencontrer en nous disant que nous sommes les hommes forts de l'université et que pour assurer une certaine pérennité, on a besoin de négocier. Alors, de négocier quoi? De négocier notre pouvoir. Alors, si vous regardez François, de pouvoir, depuis quand on a du pouvoir? Et là, voilà qu'on rencontre les gens dans le privé et les gens nous disent qu'il y a des mots qui ne sont jamais employés quand on forme des noirs. Il y a des mots qu'on n'emploie pas. Le mot pouvoir, conquête, il y a des choses que... Il y a une listing de mots. Moi, je vous dis les choses telles qu'on nous a expliquées. Et on nous a dit, mais vous avez le pouvoir, mais vous n'avez pas la capacité de voir que vous l'avez. Parce que la relation que nous avons avec vous, c'est de subtiliser votre conscience de ce que c'est qu'avoir le pouvoir, en vous enlevant déjà la notion de responsabilité. Donc vous transférez toujours votre responsabilité sur les autres, parce que en fait, on a créé un complexe artificiel en vous vis-à-vis du pouvoir. Et donc on se sent obligé de déléguer. Oui, parce que quand tu as le pouvoir, tu as des responsabilités. Donc soit tu fuis le pouvoir, soit tu suis les responsabilités, mais tu dois assumer des engagements. D'accord? Donc il faut avoir une stratégie. Donc c'est toutes ces choses-là, c'est une fusée à plusieurs étages, et on te coupe du commandement de tous ces étages-là par le vocabulaire qu'on emploie dans le cadre de ta formation. D'accord? Donc il y a des subtilités qui fait que chacun comprend les choses midi à sa porte, comme on dit. Et donc là, il nous explique qu'avec 3 voix, nous sommes les maîtres. Alors on demande, mais on est les maîtres comment? Parce qu'il dit qu'il y a un syndicat qui a eu 9 élus, et il y en a un qui a eu 11 élus. Et il nous prend un document qu'il met sur une feuille de papier, pour contre, et dit, regardez, si les 9 votent pour moi, et les 11 votent contre moi, bon ben j'ai perdu. Mais vous avez 3, 9 et 3, 12, j'ai gagné. Donc, et si c'est l'inverse... Le pouvoir de faire basculer... Voilà. Donc, il dit, c'est ça le Black Caucus américain, c'est ça le discours de Malcolm X, c'est ça le discours de Martin Luther King. C'est de dire que la masse, elle se divise, mais c'est kiff-kiff quant au fond. C'est-à-dire que si vous voyez regardez les élections, toutes les élections, même machin, c'est un maire qui est élu pour 200 voix, ou 300 voix, ou 23 voix, comme j'ai vu dans certaines villes de l'Île-de-France. Mais vous avez une communauté antillaise qui représente quand même 5000 personnes. Comment un maire fait pour passer pour 23 voix avec une communauté qui est à 5000 personnes et qui pourrait faire poids si les gens étaient ensemble et disaient, voilà. Donc, c'était ça, en fait, le truc. C'est ce que disait Malcolm X. Je rappelle que le discours de Malcolm X, c'est « the ballot box or the bullet ». Il faut écouter ce qui est dit à ce moment-là. Parce qu'il dit que même le blanc le plus raciste du monde, quand il y a les élections, il t'aime. Tu vois, tu dis « embrasse-moi, mon gros orteil », il va te l'embrasser, il n'y a aucun problème, parce qu'il sait que s'il n'a pas ton pouvoir, il ne peut pas être au pouvoir. Donc, c'est là que tu découvres qu'en fait, tu es nigueux toute l'année, mais il y a un jour où tu n'es pas nigueux, c'est le jour du vote. Bon. Donc, à partir de ce moment-là, et vous pouvez demander aux Noirs américains, avec toute l'histoire de Clinton, on pourrait raconter beaucoup de choses. Donc, on se rend compte qu'on a un pouvoir. Et donc, on exige d'avoir un local, d'avoir des places de course, enfin, on exige un tas de trucs. Et on s'attend à une réponse, enfin, un conflit. Et le monsieur, il nous tend la main. Validé. Il dit, OK, pas de problème, demain on se voit, je mets tout ça par écrit, ça reste entre nous, et machin. Et donc, effectivement, on a eu tout ça. Et donc, on a voté pour lui, mais on a eu beaucoup de choses en échange. On s'est dit, mince, ça fait plus d'1 an qu'on a un pouvoir, on ne se rendait même pas compte qu'on avait un pouvoir. Et puis un beau jour, donc j'étais président, arrive une organisation d'Île-de-France qui dit, vous avez un pouvoir, quand vous avez 3, ça représente 1. Nous, on est à kiff-kiff, 22, 23. Si vous venez avec nous, ça fait 23, 23, on peut commencer à peser. Donc je négocie le pouvoir qu'on a, et on a encore plus de choses. Et c'est là que j'ai découvert que le pouvoir appelle le pouvoir. Donc c'est-à-dire que quoi? Ça veut dire que quand tu mets le doigt dans l'engrenage du pouvoir, quand tu commences à avoir même un pouvoir, tous ceux qui ont besoin d'avoir le pouvoir ont besoin de ton pouvoir pour pouvoir. Et là, tu peux négocier. Et après, il nous dit, mais vous saviez, si vous faisiez ça au niveau des villes, et si vous faisiez ça même sur le plan national, mais il y a longtemps que vous seriez les arbitres d'un certain nombre de choses. Mais ça s'appelle la stratégie. Et vous êtes un peu le divertissement, le Six Avatar. Donc à partir de ce moment-là, on a découvert un univers, puisqu'on a commencé à creuser et compagnie, où dans l'Île-de-France, je vais rencontrer un élu, il ne veut pas me recevoir, je lui dis d'accord. Je vais voir nos responsables conseillers municipaux antillais-guyanais, je lui demande la liste des personnes inscrites sur la liste électorale, je retourne voir le maire avec la liste,
il me reçoit. Donc, j'ai découvert qu'il y avait une kryptonique, hein, d'accord, des bêtises, c'est-à-dire que voilà. Bon, après, il s'est passé une chose dans Cernomoville, mais toujours est-il qu'à partir de là, c'est fait. Moi, ce que je trouve quand même très étrange dans notre façon de réfléchir, au lieu de discuter qui va voter pour la pomme ou qui va voter pour la mangue, c'est de voir que vous avez des Arméniens, vous avez des chasseurs. Personne n'a dit, le chasseur, il n'a pas encore dit pour qui il va voter, mais il sait. Parce qu'il a négocié son pouvoir. L'Arménien a négocié son pouvoir. Le Sikh a négocié son pouvoir. Moi, je vais vous dire une chose pour que vous sachiez les choses. J'ai été directeur de bureau de vote. D'accord? Donc tout ce qui est comptage des résultats, voyez les résultats, tout ça, je connais. Je peux vous donner la stratégie de chaque groupe en termes de variété culturelle dans l'Hexagone. D'accord? Donc chaque communauté, une stratégie. Je connais la stratégie lors des élections. Je connais la stratégie. J'ai tenu des bureaux de vote pendant 2 élections et j'ai vu comment les choses sont négociées. D'accord? Vous avez des gens qui négocient leur pouvoir parce qu'ils ont un pouvoir. Ils sont noirs comme nous, mais on ne les embête jamais. D'accord? C'est pour ça que je dis dans tous les documentaires où on parle du racisme, il faut savoir que quand vous êtes en Europe, des noirs, il y en a beaucoup. D'accord? Mais le racisme, c'est que le cheveu crépus. Parce que les autres cheveux, ils savent négocier leur pouvoir. D'accord? Donc, c'est soit vous passez votre temps à pleurer parce que vous considérez que vous êtes un mouchoir Kleenex, ou soit vous considérez qu'il faut constituer une dose de pouvoir pour que tous ceux qui veulent avoir le pouvoir puissent venir vers vous. Mais ce n'est pas de discuter si je vote pour la pierre ou si je vote pour le plastique. Il faut arrêter. On a passé l'âge de tout ça. Parce qu'en fait, en réalité, ce que Malcolm X te dit, c'est que tu as le pouvoir. Donc, pourquoi tu vas chercher à savoir si c'est la mangue qui passe ou la banane qui passe? Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir sur la mangue, tu as le pouvoir sur la banane. Donc, ce n'est plus des discussions que tu as. Et je vois qu'on est toujours au rez-de-chaussée. Parce que nous, on ne négocie pas finalement. On attend un résultat. Non, il n'y a pas de négociation. On est sur une autre planète. Ah. C'est-à-dire qu'on est carrément à côté du machin. Parce qu'il faut savoir que toute cette affaire-là, c'est de la diversion. Le but du jeu, c'est ceux qui aiment le spectacle, ils auront du spectacle. Parce qu'on va organiser le spectacle pour toi. Mais vous avez vu que les chasseurs, ils ne sont pas nombreux. Mais en attendant, personne n'est arrivé à interdire la chasse. Et le gars, il te dit même qu'il protège l'environnement, il protège les animaux et qu'il soigne. Tu comprends ce que je veux te dire? Oui. Il faut comprendre ça. Et tous les lobbies, il y en a beaucoup. Hein. Il n'y a pas que la chasse et pêche et compagnie. Il y en a beaucoup. Et ça fonctionne. D'accord? Parce que les gars ont un mode opérateur de fonctionnement. Et je vais vous dire une chose. Il y a une époque où nous avions, avec une équipe, décidé d'inviter Obama à Paris. D'accord? Mais Obama n'était pas encore président. Quand on a contacté Obama, parce que c'est un ami noir américain qui m'a dit, voilà, je lui ai dit, quelle personnalité qu'on peut inviter, qui peut faire mousser? Il nous a dit qu'il y a un petit jeune là, du Black Caucus là, qui s'appelle Obama. Ce serait bien que tu prennes des contacts avec lui, je te passe ses coordonnées, contacte-le, c'est un petit jeune, il est en train de monter, on ne sait pas où il ira, mais en tout cas, il va faire quelque chose sur le plan national. Quoi, on ne sait pas, peut-être qu'il sera ministre. Il ne le voyait pas encore vraiment président, mais au moins, quand il a donné son accord à la télévision, je ne vais jamais oublier ça sur TF1, il y a eu une interview d'Obama, il dit « mais je serai à Paris à la fin de l'année ». Donc il nous avait dit « je vais vous répondre par les médias ». Donc quand j'ai vu l'émission, je dis « hé !» Mais il nous a répondu. Donc je rappelle les gars, je dis, mais les gars, mais je regardais l'émission, je crois que c'était dans un 8-8, un truc comme ça. Obama est en train de dire qu'il vient à Paris. Enfin, mais c'est nous qui l'avons invité, donc il vient. Monsieur Sarkozy m'a appelé, le président du BNF m'a appelé, enfin, le maire de Paris m'a appelé, enfin, il fallait voir l'affaire. C'est-à-dire que tu as une dose de pouvoir, tout le monde est à tes pieds. Vous voyez, on venait passer même le château de Versailles, nous donner les bateaux mouches gratos, enfin, c'était la totale, hein, parce que c'est ça la réalité. La réalité, c'est que si tu marches avec du plastique, tu intéresses. Si tu es juste un agent de la consommation, et tu dis, ouais, j'ai une belle montre, mais c'est machin, je l'ai acheté, machin. Mais s'il y a une pièce dans la montre qui, si tu ne l'as pas fournie, la montre ne fonctionne pas, non, tu vas trouver que la relation avec le fabricant de la montre sera totalement différente. Même si c'est une pièce qui fait 2 microns de diamètre, mais sans cette pièce-là, la montre ne fonctionne pas. Je vous garantis qu'il n'y a plus d'histoire de thé noir, t'as les cheveux crépus, ou t'as le nez épaté, les lèvres épaisses. Ça n'existe pas. Parce que le gars, il sait que si t'as pas ta pièce, s'il n'a pas ta pièce, il ne peut pas vendre sa montre. Et c'est ça le discours de Malcolm X. Parce que tout ce qu'on raconte dans cette affaire-là, oui, machin, le discours de Martin Luther King, le discours de Malcolm X, ce discours-là, c'est the power. Tu comprends ça? Le pouvoir.
Et vous verrez que la façon dont on présente les choses à la télévision, c'est oui, il a 24 Rolls-Royce, il a machin. Mais Snoop, j'ai eu l'occasion de... Snoop a des voitures. Est-ce que c'est lui-même qui a acheté les voitures? On lui donne des voitures. Pourquoi? Parce qu'on sait que si une voiture dans un clip vidéo de Snoop, il y a plus de passages à la télévision que s'il fallait payer les spots de pub. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous voyez, le gars, il est là, tu as l'impression que oui, il a acheté la voiture. Mais quand est-ce qu'il a acheté la voiture? Parce que le gars qui vend la voiture a besoin de lui pour vendre la voiture, parce qu'il faut ouvrir les marchés. Donc, c'est tout ça, ces réalités-là, auxquelles on ne percute pas. Et vous savez pourquoi on ne percute pas? Parce que les gens qui enseignent n'ont jamais travaillé dans le secteur d'activité. C'est-à-dire, on connaît le truc sur le bouquin, mais dans la réalité, on n'y a jamais mis les pieds. C'est pour ça que moi, quand je suis parti faire mes études, parce que j'avais déjà compris le problème de Bainbridge, des gens qui parlent de secteur d'activité dans lequel ils n'ont jamais travaillé, ils prennent un bouquin, ils te racontent un truc. Le bouquin, ça fait 5-10 ans qu'ils utilisent le même bouquin, comme si le secteur d'activité n'a pas... Non, moi j'ai dit, je vais être formé par des professionnels. D'accord? Donc c'est pour ça que j'ai cherché un institut où c'est des professionnels, c'est-à-dire des chefs d'entreprise, qui, après leur boulot, viennent former les gens. Donc c'est pour ça que ce contact-là m'a permis de voir la réalité par rapport au bouquin. Moi, même quand je fais un cours de marketing, je commence à dire aux étudiants, écoutez, ce qu'il y a dans le livre, c'est le cirque Zavata. La réalité, elle est autre. D'accord? Parce que si vous voulez, dans une négociation, c'est quel est ton pouvoir de négociation? Ce dont parle. Parce que tu as entendu le mot pouvoir. Tu as vu, déjà, il y a vu le bouquin qu'on a, il n'y a pas ce mot-là dedans. Hein. Mais c'est ton pouvoir de négociation. C'est quoi ton pouvoir? Si tu n'as pas de régler ça, ne va même pas négocier. Donc les personnes qui disent, par exemple, ah, mais la communauté antillaise, bon, que nos voix sont dérisoires. C'est du bluff. C'est du bluff. Je vais vous dire, c'est du bluff. C'est du bluff dans la mesure où la chose, c'est que nous sommes toujours demandeurs de subventions, demandeurs de machin, demandeurs. Alors que on dit oui, il y a des discours, on permet à la France d'être leader sur la surface maritime, on permet machin. Mais on est là, c'est notre surface maritime, on permet à la France. Et pourquoi ça ne nous permet pas à nous de mieux maîtriser cette affaire-là? Et quand un avion passe au-dessus de notre maritime-là, qui est-ce qui empoche le pognon? Quand le bateau, il passe, qui est-ce qui... Hein, le bateau, il paye quand même pour passer dans nos eaux territoriales. Qui est-ce qui empoche le pognon? Ce pognon-là, il est où? Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc, c'est-à-dire qu'il faut toujours se dire, voilà, il faut un pouvoir de négociation avant d'aller négocier. Tu n'as pas le pouvoir de négociation, ben, tu restes chez toi, tu réfléchis, tu organises une stratégie. Donc, moi, mon point de vue, voyez-vous, je ne dirais pas tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu, parce que moi, j'ai fréquenté tous les milieux. J'ai aussi beaucoup, comme je dis, c'est vrai, j'ai beaucoup discuté avec Bernard Tapie parce que c'était un esprit atypique qui m'a montré aussi un certain nombre de choses super Bérégovois, puisque c'est des gens qui n'ont pas été formés dans le sérail, même si j'ai fréquenté des gens formés dans le sérail. Parce que je vous dis que quand j'ai découvert que Gaston Monnerville avait été président du Sénat et qu'il s'était passé tout ce qui s'est passé quand De Gaulle a démissionné, qu'il devait être président et compagnie, et que le vieil Africain m'avait dit, il y avait un gars chez vous qui a eu un tel pouvoir, mais je ne te dirai pas le nom, va chercher, j'ai organisé un débat entre l'ENA et la famille de Gaston Monnerville pour qu'on explique à la communauté, c'est quoi cette affaire? Comment ça se fait que le gars est président du Sénat et que quand tu veux te réunir au Sénat, tu n'as pas de salle Gaston Monnerville? Et il a été président du Sénat pendant 10 ans. Je veux bien qu'on me raconte des histoires de forfaitueux, il a battu De Gaulle, tout ça et compagnie, mais il faut se fixer des limites. Parce que c'était un résistant. Vous voyez, beaucoup de gens sont partis en courant, mais il y a des gens là, ces gens-là, comme aussi... Parce que vous voyez, par exemple, quand on prend Joséphine Baker, elle est rentrée au Panthéon. Vous imaginez que Joséphine Baker n'a jamais accepté de jouer devant les Allemands. Elle a pris le maquis, elle est rentrée dans la résistance et elle a beaucoup aidé la France dans les liens avec l'Amérique pour préparer le débarquement. Quand elle s'est retrouvée à la rue, vous savez qui est-ce qui l'a hébergée? Grace Kelly, Grace de Monaco. C'est-à-dire, elle est à la rue avec ses enfants parce qu'elle a plus de moyens pour payer. Une femme qui est décorée, qui a permis à la France de parler français, pas parler allemand, l'État ne peut pas lui organiser même un HLM machin. Elle est obligée de se retrouver SDF sur le rocher de Monaco. Et après, aujourd'hui, on veut la mettre au Panthéon. Non, je dis, écoutez, hein, il faut quand même être un peu sérieux. Comment ça se fait qu'une dame, avec le... Parce que on vous raconte les autres comiques français, aux chanteurs français, les Maurice Chevalier. Vous connaissez la polémique. Parce que beaucoup ont joué devant les Allemands, même si on essaye de nous faire prendre que, tu sais, un canard, ça peut être aussi une oie, mais c'est aussi une pintade. Parce que dans cette discussion-là, les gars sont tellement de mauvaise foi qu'ils te font passer une pintade pour un canard. Et si tu n'es pas vif, tu dis, ah, ben c'est vrai, finalement, il l'a fait bénévolement. C'est-à-dire, ce jour-là, il n'a pas été payé. Hein, donc, on ne peut pas dire qu'il l'a fait vraiment, puisqu'il n'a pas été payé, il était bénévole. Et on va où, là?
voyez ce que je veux dire par là? Donc c'est de cela dont il faut parler, parce que on est toujours en train de regarder, je dirais, le verre selon la technique du moitié vide, alors qu'il est aussi à moitié plein. Si on changeait notre façon de voir les choses, on changerait de stratégie par rapport aux choses. Mais si on continue à voir le verre à moitié vide, bon, ben, c'est normal. On resterait une variable d'ajustement. C'est des discussions sur la variable que le verre à moitié vide, on entend vide, donc pour nous, tout est vide. Alors que l'autre voit bien que c'est plein. Et c'est pour ça qu'il a une stratégie relationnelle avec nous. Et qui te révèle seulement que lorsque tu as une dose de pouvoir, c'est ce que dit Martin Luther King, quand tu as une dose de pouvoir, c'est là où tu découvres qu'il y avait des gens qui avaient le pouvoir dont tu n'étais même pas au courant et qui te dévoilent leur pouvoir en te disant que si je n'ai pas ton pouvoir pour avoir plus de pouvoir, ben je suis coincé. Comment on pourrait négocier? Et c'est là que tu dis, ben voilà, moi je veux ça, comment on fait, machin. Parce que beaucoup le font. Hein. Moi, je ne vais pas donner de nom de communauté, mais il y a beaucoup de communautés qui ont des choses, qui sont noires comme nous, qui n'ont peut-être pas les mêmes cheveux à Paris, qui viennent d'autres régions, mais lorsque vous voyez ce qu'ils ont et on n'entend jamais parler d'eux, vous voyez, et je dirais toujours une chose, il y a des Noirs qui ont un dieu à tête d'éléphant, personne ne leur a dit que c'était Satan. Hein. Et ils mettent la tête d'éléphant sur le trottoir devant le restaurant, tout le monde va manger dans le restaurant. D'accord? Ouais. Donc si moi je mets un dieu à tête de singe ou je sais pas quoi, qu'est-ce qu'on va me dire? Ah, t'as vu l'animiste? Oui, c'est un primitif africain. Du vaudou. Donc, voilà, tu vas la faire. Donc lui, il a un dieu à tête d'éléphant, il a le droit de l'avoir, mais moi, je suis coincé parce que tout le monde va me juger négativement si je fais même la moitié de ce qu'il fait. Bon, vous voyez qu'à partir de là, moi je fais et puis tant pis pour les autres. Hein. C'est aussi simple que ça. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut élever le niveau de réflexion. Et c'est pour ça que je remercie toujours François, qui, le fait d'avoir décidé de penser différemment, qui dirigeait à l'époque le syndicat, puisqu'on a géré un syndicat étudiant. C'est la première fois qu'il y avait un syndicat étudiant dans une université, ce qui m'a fait connaître M. Bangou quand il était maire ou des responsables en Martinique. On s'est revus, on est content de se voir, puisque à l'époque, je le rentrais dedans quand il n'y avait pas il y avait les bourses, il fallait payer les bourses, il fallait soutenir les étudiants, il y avait du retard dans le virement des bourses pour les étudiants, donc je montais au créneau, je tapais dedans, et donc l'argent était envoyé parce que voilà, donc on se connaît. Vous voyez ce que je veux dire par là? Mais ce donc que vous les taquinez depuis un moment, en fait. Non, on se connaît. Moi, j'ai M. Claude Lise, par exemple. M. Claude Lise, à l'époque, quand j'étais président, bon, je l'ai bien embêté. Il est venu à l'université, il a rencontré les jeunes, il a fait une conférence pour présenter les problèmes de son territoire. Mais quand on s'est revus, c'était le plaisir de se revoir. On a parlé chez Kanta Diop, on a parlé de beaucoup de choses. Puisque lui aussi était allé aussi, le fameux discours de Miami avec Aimé Césaire, il l'avait, voilà. Donc on a parlé de ses émotions au moment où Césaire était en train de parler. Donc, vous voyez, il y en a quand même des choses à se dire. J'oublierai jamais aussi M. Bangou, parce que M. Bangou, c'est quand même quelqu'un qui, quand j'étais étudiant, il m'a dit, écoute, tu sais, ces gens, ils sont concernés que par leur nombril. Et un homme a un seul nombril, il n'en a pas deux. Donc, si tu penses qu'ils ont l'intention de gérer nos problèmes, n'oublie jamais qu'ils ont un seul nombril, ils n'ont pas deux. Donc, si tu veux gérer tes problèmes, nous, on a organisé les choses à notre niveau. Et c'est là que, effectivement, il avait, comme en Martinique, ils ont coupé le cordon ombilical avec l'Hexagone, ils ont montré leur propre parti parce qu'ils estimaient que les problématiques locales n'étaient pas prises en considération. Et vous avez vu avec le problème de la vaccination, tout ça, c'est pas pris en considération. On dit, oui, j'ai parlé au nom de tout le monde. Mais tout le monde n'a pas la même réalité. Tout le monde ne vit pas sur le même territoire, n'a pas les mêmes problématiques et les mêmes priorités. Il faut qu'il y ait quand même une adaptabilité de ce qui est dit. Et c'est le rôle du Sénat, c'est le rôle de ces institutions de permettre quand même une malléabilité des décisions, des choses pour que ça soit adapté. Autrement, on va dans du grand n'importe quoi. Ça veut dire que tu as des poules et des cochons, et le repas, ce que tu donnes aux cochons est valable pour la poule aussi? Non, il faut quand même... Vous voyez, donc vous voyez, tout ça, c'est d'une logique. Et c'est pour ça que je dis, il n'y a qu'une seule chose que je constate, c'est que lorsque la personne a du pouvoir, la négociation, ça se passe différemment. Et le but du pouvoir, c'est pas de posséder toutes les pièces de la montre. Non, tu as juste une petite pièce qui fait peut-être 2 microns. Mais si cette pièce-là n'est pas dans la montre ne tourne pas. Ça te suffit pour demander tout ce que tu veux. Tu vois, c'est-à-dire d'avoir la liberté de décision, d'avoir cette adaptabilité. Si c'est pas comme ça, tu subis. Alors moi, je préfère... C'est clairement ce qui est visiblement... Non, mais je préfère dire ça clairement.
moi, j'ai quand même une expérience, des choses que j'ai vues, c'est pas qu'on m'a raconté, que j'ai vécu personnellement. Et je ne raconte même pas ce que certains responsables politiques m'ont dit, expliqué et compagnie. Parce qu'il faut quand même savoir que Hollande, je l'ai rencontré, Sarkozy, je l'ai rencontré. Il y a plein de gens que j'ai rencontrés dans des discussions sur les problématiques de l'histoire, sur les problématiques aussi de ce qui concerne notre réalité, avec la capacité d'avoir quand même une marge de décision sur nos réalités. C'était des choses qui faisaient partie des discussions que nous avions à l'époque. Et je vois qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut que nous fassions un effort, nous aussi, au niveau des responsables politiques locaux, à être force de proposition. On ne peut pas attendre toujours que l'autre vienne avec des propositions, alors qu'il n'est pas expert de ce que... Vous voyez ce que je dis par là? Il faut que nous ayons nos propres... Et nous l'avons, hein. On a beaucoup aujourd'hui de jeunes qui sont formés à travers le monde, qui ont des postes à responsabilité, qui gèrent des institutions, qui gèrent des trucs, et qui sont prêts à rentrer au pays si on leur donne l'opportunité de nous faire bénéficier, de leur talent et de leur esprit d'analyse et l'esprit stratégique. Vous voyez, donc c'est tout ça. C'est-à-dire que c'est tout un ensemble. Et c'est pour ça que je dis vraiment aux gens, arrêtez de discuter au rez-de-chaussée. Il faut monter au sommet de l'immeuble. Et là, vous avez une vue panoramique à 360 degrés. C'est-à-dire que vous voyez tout le monde. Vous voyez la stratégie de tout le monde. Parce que quand tu es au rez-de-chaussée à ton balcon, qu'est-ce que tu vois? Mais quand tu es en haut, à 360 degrés, tu vois la stratégie de cette communauté, la stratégie de cette communauté, la stratégie de cette communauté, la stratégie de... Tu dis, ah, je note. Stratégie, ah, je note. Voilà, c'est ça dont je parle. Au lieu toujours de se donner un spectacle. Merci beaucoup, professeur.